fait partie de ceux qui pensent que les antidépresseurs sont dangereux pour les adolescents. Quand quelqu'un de déprimé fait une tentative de suicide, bien sûr c'est difficile de savoir si c'est à cause du médicament ou pas. Peut-être la personne se serait suicidée de toute façon. Le seul moyen de savoir si on est sûr que c'est le médicament qui a provoqué le suicide, c'est de faire ce qu'on appelle des études randomisées en double aveugle. Les études ont été faites et leur résultat c'est que il y a beaucoup plus de suicides sous médicaments que sous placebo. Donc la preuve que cela cause des suicides est très forte. Et la preuve que cela soulage est plus faible. Car en fait, il y a eu de nombreuses études, mais peu ont été publiées. Les seules qui sont publiées sont celles qui sont favorables à l'efficacité des antidépresseurs. Notre comité d'experts a démontré qu'il y avait beaucoup d'études non publiées dans lesquelles les antidépresseurs apparaissaient comme très peu efficaces. Le comité d'experts a donc décidé de prévenir les consommateurs des dangers de ces antidépresseurs. Aux États-Unis, dans quelques mois, il y aura un message d'alerte sur toutes les boîtes d'antidépresseurs. Nous avons appelé ça la black box, parce qu'il y aura écrit sur chaque notice des médicaments un message d'alerte dans un cadre noir, et ça sera aussi annoncé lors des messages publicitaires. Il y aura écrit que les antidépresseurs accroissent le risque de suicide, des comportements suicidaires et des idées suicidaires chez les enfants. Voilà donc à quoi pourraient ressembler les boîtes de médicaments américaines dans quelques mois. Paris, le 12 décembre dernier, déclaration du ministre de la Santé. Je leur demanderai de voir s'il n'est pas possible d'interdire la prescription d'antidépresseurs au-dessous de 18 ans. Avec cette déclaration, le ministre s'adresse directement aux médecins, car il est préoccupé par la surconsommation des antidépresseurs chez les jeunes. Suite à ces sévères mises en cause, nous avons contacté les principaux laboratoires pharmaceutiques. Ils ont tous refusé de nous parler. Cette industrie est aujourd'hui en pleine crise, mais elle a décidé de réagir. Les principaux laboratoires se sont engagés début janvier 2005 à rendre publics tous les résultats de tous les essais thérapeutiques sur Internet. Mais vont-ils réussir à lever les soupçons qui pèsent aujourd'hui sur l'efficacité et les risques des antidépresseurs ? Il existe pourtant des cas où les antidépresseurs sont indispensables pour soigner la dépression des adolescents. Nous sommes dans l'unité de Didier Destal. Ici, pour se soigner, les ados font des séjours de courte ou longue durée. Elle fait pas trop quoi? Pierrot est là depuis un mois. Il a 16 ans. Avant d'entrer ici, il était en pleine crise et multipliait les passages à l'acte. J'ai fait tentative de suicide, j'ai fait des scarifications. Donc j'allais vraiment pas bien et puis j'en ai parlé à ma mère. J'en ai parlé avec le psy, ils m'ont proposé une hospitalisation. Et donc au début ça devait être 10 jours, puis ça fait un mois que je suis ici, puis ça m'aide beaucoup, quoi. Ici, les adolescents sont totalement pris en charge. Des psychologues sont là pour les écouter et les faire parler. En cas de besoin, ils peuvent aussi prendre un traitement. Pierrot n'avait jamais voulu prendre d'antidépresseurs avant d'arriver ici, mais il a vite changé d'avis. Les antidépresseurs, ouais, ça aide vachement parce que quand on a une angoisse ou quoi que ce soit, c'est plus facile de comment expliquer, de retenir cette angoisse, quoi, d'essayer de comprendre, et plus facile aussi d'aller parler envers les autres. Moi, avant, je prenais pas de médicaments, et c'est vrai que j'étais tout le temps enfermé sur moi, j'allais jamais voir personne, et depuis que je suis ici, que je prends des antidépresseurs, trucs comme ça, j'arrive plus facilement à retenir mes angoisses et à aller parler aux gens quand je vais pas bien. Les médicaments, ils ont un effet en eux-mêmes, et en même temps, ça permet la mise en route d'une réflexion, donc d'un travail psychothérapique qui va vers quelque chose au lieu de tourner en rond. C'est ça. Et effectivement, dans quelques temps, il n'est pas question qu'ils prennent un traitement comme ça pendant des années. Le problème, c'est au moment où il sera, pour nous, c'est de valider avec lui et ses parents le moment où il sera bien dans sa tête, où il réintégrera cette société pourrie, ouais, avec bonheur. Avec bonheur. Il fera son chemin. Et à ce moment-là, bon, après c'est sa vie, il n'y a plus besoin de médicaments. Aujourd'hui, Pierrot a réintégré sa famille et il a commencé à apprendre le métier de maçon, un métier qu'il a toujours rêvé de faire.
Voilà, une enquête signée Sophie Caranta de Zone Interdite. Jeanne-Marie Hurquin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin, conseiller technique à la direction de l'enseignement scolaire. On parlera de l'école et des psychotropes tout à l'heure. Avec nous également Philippe Jamet, pédopsychiatre. Bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez le service de psychiatrie pour enfants et adolescents à l'Institut Montsouris, qui est bien connu et qui est à Paris. Alors, je m'adresse d'abord à vous. Peut-être qu'on peut rappeler ce que sont les psychotropes et comment agissent-ils sur le comportement? Les psychotropes, ce sont les médicaments dont l'action porte sur le psychisme, et ce qui supporte le psychisme, à savoir le cerveau. Et donc, ont une action sur le cerveau, à des niveaux d'ailleurs très différents, parce qu'il faut savoir qu'il y a toute une gamme de psychotropes. Il y a les somnifères d'un côté, il y a les anxiolytiques, il y a les antidépresseurs, il y a les neuroleptiques, il y a les excitants. Oui, et qui ont donc des cibles différentes dans le cerveau et qui ne posent pas d'ailleurs tous les mêmes problèmes. En particulier, on parlait beaucoup d'une dépendance, et les anxiolytiques, surtout les benzodiazépines, qui, du fait de leur cible sur le cerveau, peuvent créer une véritable dépendance, alors que les autres, non. Quand vous recevez des enfants, un enfant de 14-15 ans qui est déprimé ou qui est victime d'une grave dépression, est-ce que vous lui prescrivez des psychotropes? Ça peut arriver quand la question se pose, et ça va dépendre du diagnostic. Et s'il y a des dépressions très sévères, je crois que le privé de cet outil serait vraiment pas responsable. Mais c'est des cas extrêmement limités, c'est peut-être 2, 3%, 5% des états dépressifs de cet âge. Ce qui n'empêche pas le travail que vous faites après, qui est un travail de relation thérapeutique pour essayer de comprendre la souffrance. En même temps, c'est-à-dire, là on y reviendra, je pense, tout le problème, c'est de ne pas prescrire le médicament sans créer, d'ailleurs le psychiatre l'a bien dit, sans créer une alliance, un lien, et avec la famille, et avec le jeune. On est dans un pays où il y a beaucoup d'automédication chez les adultes, et donc ces jeunes, ils répliquent ce qui se passe à la maison auprès de leurs parents. Certainement, une automédication. Il faut rappeler d'ailleurs que la France détient le record européen de consommation de psychotropes. Oui, une automédication, mais aussi une prescription trop automatique. Là encore, vous pensez qu'il ne faut pas que les généralistes prescrivent des psychotropes? Il faut qu'ils le fassent vraiment, surtout chez des adolescents, avec une extrême prudence. Et je crois qu'il faudrait qu'il y ait toute une collaboration avec des psychiatres, non pas pour qu'ils envoient peut-être tous les cas, et encore. Je crois quand même que la prescription chez un adolescent devrait passer par une évaluation par un psychiatre. Alors, Jeanne-Marie Hurquin, est-ce que vous constatez cette consommation grandissante de psychotropes à l'école, dans les écoles? La constater peut-être en observant ce qui se passe dans les infirmeries. Mais je remarque aussi peut-être, pour rebondir sur ce que vient de dire M. Jamet, une tendance à l'automatisation dans une recherche de produits pour soulager. Alors quand on est petit, on soulage, ou quand on est grand d'ailleurs, on soulage peut-être un peu trop vite quand on a mal à la tête, mal ici, mal là. On donne tout de suite. On donne tout de suite. Le corps a mal, on donne un produit pour pas avoir mal. Et quand le cœur ou la tête a mal, eh ben peut-être aussi qu'on a tendance à garder ce système. Tout de suite, je cherche un produit. Et là, c'est le produit en effet psychotrope qui agira sur la psyché. Et c'est pas tout à fait la même chose. Alors l'école a dans tout ça un rôle de dépistage. Comment est-il mené? Le rôle de repérage des adultes qui entourent les élèves dans les établissements scolaires est en effet d'être attentif aux signes manifestes de souffrance, et quelquefois la difficulté est d'ailleurs de repérer des signes non manifestes de souffrance. C'est-à-dire de donner aux élèves la possibilité de savoir qu'ils ont quand même dans l'établissement un certain nombre d'adultes auxquels ils peuvent se confier et qui peuvent les aider ou à prendre conscience de la difficulté de la situation ou à s'orienter ou d'ailleurs à se faire aider aussi par les parents. Mais oui, non, mais on voit bien que c'est un phénomène préoccupant tout de même. On voit que cela peut accroître également les suicides, les tentatives de suicide. Alors, est-ce que vous n'avez pas un programme urgent pour essayer d'éradiquer ce phénomène, ou en tout cas le ralentir? L'organisation des programmes régionaux de santé évoque en effet la prévention du suicide. Et c'est aussi, dans certains établissements, il y a des mises en place d'actions qui parlent véritablement de ce que peut être le suicide. Parce que quelquefois, la difficulté aussi, c'est de mettre le mot. On a tellement peur qu'on ne veut pas en parler. Si vous voulez, je crois quand même qu'à trop en parler,
on contribue aussi à amplifier le phénomène. Voilà un peu le drame. Et qu'il faudrait qu'on le fasse peut-être de manière moins spectaculaire, moins... Parce que, voyez, vous allez voir... Vous parlez du suicide ou de l'usage des psychotropes? Mais de l'usage des psychotropes, du suicide. Il faut... ce sont des sujets sérieux qui demandent aussi une certaine intimité. Sinon, il y a une hystérisation de notre société, quand même, autour de phénomènes qui fait que ça devient quelque chose à la mode. Alors, si vous mettez sur les médicaments, attention, tout ceci peut provoquer du suicide, vous comprenez que c'est une incitation aussi à passer à l'acte suicidaire. C'est une véritable incitation. C'est-à-dire le jeune qui se cherche, qui est mal à l'aise, qui dit « Ah ben finalement cette idée, je dois passer presque à l'acte. C'est mon médicament, c'est plus moi. » On a une sorte de folie quand même de notre société qui est, à force de vouloir être trop transparente, eh bien c'est comme si on voulait dire on va créer maintenant des circuits électriques sans mettre les gaines, parce que ça perd du temps, ça coûte cher, c'est encombrant. Mais il va y avoir plein de court-circuits. Voilà. Et là, à force de trop communiquer, on a n'importe quoi. Est-ce qu'il faut en arriver, comme le demande le ministre de la Santé ou le suggère le ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, à interdire la prescription d'antidépresseurs au-dessus de 18 ans, au motif notamment, au-dessous de 18 ans, au motif notamment que cela incite au suicide? Je crois que personne ne le pense sérieusement, et je pense aussi, peut-être pas même monsieur, le ministre, mais on est dans une situation épouvantable. C'est qu'imaginez qu'après toute cette campagne, tout d'un coup, la presse s'empare de tout cela, et qu'il y ait en effet un suicide lié à qui apparaisse lié à un médicament. Mais immédiatement, on va dire comment, vous ne les avez pas interdits, c'est scandaleux, on les laisse pas. Bon, c'est les mêmes campagnes qui, il y a 10 ans, disaient comment, on a trouvé le Prozac, on continue à faire des psychothérapies, c'est invraisemblable, on a trouvé la pilule du bonheur, on ne le donne pas à tout le monde, il faudrait le donner gratuit. Enfin, c'est irresponsable. D'un extrême à l'autre. Voilà, donc vous dites, en tant que pédopsychiatre, vous dites que vous avez besoin des psychotropes parfois pour soigner les adolescents. C'est un outil, mais comme tout outil, il est potentiellement dangereux. Il n'y a rien qui... Même une psychothérapie, vous savez, c'est potentiellement dangereux. Il y en a qui, effectivement, quand en entrant dans un lien, ça va soulever tellement d'envie qui peuvent quelquefois aussi passer à l'acte. Pourquoi je n'ai pas eu des parents qui me comprennent comme ça? Ou tout d'un coup, pourquoi vous me créez cette envie en moi de rester avec vous, que vous me passiez plus de temps et vous me gardez qu'une demi-heure ou une heure? Et là, la déception est immense. Dès qu'on veut faire quelque chose, dès qu'on vit, on prend un certain risque. Merci. On va poursuivre cette conversation et la suite de ce reportage de cette émission. Nos enfants sont-ils drogués sur ordonnance? Je vous retrouve tout de suite après la pub pour la suite de cette émission. Retour dans Zone Interdite pour Drogue-t-on nos enfants? Une grande enquête sur les jeunes qui prennent des psychotropes. On va évoquer maintenant l'hyperactivité, phénomène de mode ou vraie maladie. Les spécialistes sont divisés. Depuis une quinzaine d'années maintenant, une molécule est censée soigner ce trouble du comportement chez l'enfant. Aux États-Unis, 3 millions d'enfants sont traités pour hyperactivité, un phénomène qui gagne la France et suscite quelques inquiétudes. Une enquête de Sophie Caranta, image Christophe Buchet, montage Tania Goldenberg. Tu refais qui là? Qui c'est ça? On sait pas. On sait pas? Mais vous, il a pas parce qu'il a faim. Il a faim. C'est ton frère? Mais il a faim, ça fait la langue. Oui, c'est mon frère, moi je suis pas hyperactive, c'est mon frère, on est venu. Attendez. Alors c'est super, hein? Ouais, c'est super. T'as pas envie d'être un star, hein? Le star du cinéma, il est super. Oh, super, pardon. Alors, c'est qu'on disait, parce que c'est pas un dîner, c'est important. Ouais, super star. Comme on sait qu'on est hyperactif, ça aggrave un peu le cas. Parce qu'on se sent encore plus mal et encore plus différent que les autres. Que avant cette maladie, on la connaissait pas. Et là, on s'inquiétait pas, on dit que c'était un enfant normal. Et c'était quand même bien. Parce que quand tu comprends que tu es hyperactif, tu vas te sentir mal dans ta peau. Et c'est ça qui est vraiment embêtant, on va pas dire gros mots. Adrien et Juliane sont hyperactifs. Ils sont soignés pour ça. Comme eux, des milliers d'enfants en France souffriraient de cette nouvelle maladie. Nous sommes à Marseille. Une fois par semaine, depuis un an, Sylvie accompagne sa fille Brittany chez la psychomotricienne. Brittany a aujourd'hui 10 ans. Elle aussi a été diagnostiquée hyperactive avec déficit d'attention. C'était il y a 4 ans. Cette petite fille qui aujourd'hui semble bien calme, était il y a encore peu de temps incapable de jouer et de fixer son attention. C'était des choses qui étaient inimaginables au début où on s'est rencontrés. Et puis là, Brittany a développé des capacités de concentration importantes. Il reste encore un petit manque de contrôle au niveau de l'impulsivité.
hein. Mais sinon, au niveau de la concentration, elle a acquis des capacités qui sont tout à fait correctes. C'est-à-dire qu'il y a un an, elle n'était pas capable de faire ça? Ah non, pas du tout. Je suis musicienne, je suis... Et pourtant, avant d'en arriver là, Brittany et sa mère Sylvie, qui l'a élevée toute seule, ont vécu des moments difficiles. Sur ce petit film familial, Brittany est déguisée en princesse chinoise. Le jour